Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule NAO, quel levier de négociation en 2024? Et donc, c'est un webinaire qui sera animé par Betterway avec Denis Saada et puis par MCR Performance avec Alexandre Johnson. Avant que les intervenants montent sur scène, je vais vous donner un petit peu l'état des lieux de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, Alexandre fera une première partie sur la définition des NAO. Qu'est-ce qu'il y a dans les NAO? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'état actuel des NAO et à quoi on peut s'attendre? Ensuite, il reviendra sur les avantages sociaux comme levier de négociation en entreprise. En effet, on sait que le salaire n'est plus le seul levier de négociation. Et donc, les avantages sociaux prennent le devant de la scène actuellement. Donc, Alexandre reviendra là-dessus. Enfin, Denis Saada de Betterway fera un focus sur ces avantages sociaux. Il y en a différents. Il y a la mobilité qui est un avantage qui est devenu incontournable puisque c'est la deuxième dépense des salariés. Et du coup, Denis reviendra sur cette partie. Et enfin, on se gardera un quart d'heure à la fin pour les questions-réponses. Donc, au niveau de comment ça va se dérouler, à peu près 40-45 minutes sur les 3 premières parties, la partie 1, 2 et 3. Et ensuite, on aura un quart d'heure à peu près à la fin pour les questions-réponses. On va attendre quelques instants que tout le monde réussisse à se connecter. Et pour les questions-réponses de la fin, du coup, je vais vous expliquer la partie technique. Enfin, technique, entre guillemets. Après, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent régulièrement à nos webinaires, donc vous connaissez déjà le principe. Mais en gros, tout en bas, à droite de votre écran, vous avez un chat où je vous ai déjà dit bonjour. Ici, vous pouvez réagir via ce chat et tout au long du webinaire. Ensuite, vous avez juste à côté un onglet questions où vous pouvez poser une nouvelle question. Je vous invite, quand vous avez une question lors du webinaire, à les poser à cet endroit-là. Et comme ça, on y répondra juste à la fin. Voilà, je vais faire un test ici. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en direct. Test question. Et voilà. Et comme ça, Denis et Alexandre y répondront à la fin. Donc, voilà. J'ai un peu spoilé cette slide-là, puisque c'est bien Alexandre Johnson, qui est directeur associé chez MCR Solutions, qui intervient aujourd'hui aux côtés de Denis Saada, qui est le président et cofondateur de Betterway. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du jour, Denis et Alexandre. Et du coup, je vais vous laisser la main pour la suite de la présentation et je me reconnecterai à la fin pour faire le dispatch des questions. À tout à l'heure. Merci Alice. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, merci Alexandre. Je t'entends très bien, oui. Ok, bonjour, je suis Alexandre Johnson, donc je suis directeur associé chez MCR Solutions CNB. MCR Solutions CNB, qu'est-ce que c'est? On est un cabinet qui accompagne les DRH et les CNB en leur fournissant des ressources expertes en matière de rémunération et avantages sociaux sous la forme de CNB à temps partagé, CNB de transition, mentorat, CNB, bref, tous les sujets sur lesquels vous avez des problématiques rémunération et avantages sociaux, on va vous proposer des ressources expertes qui vont accompagner nos clients. À mon tour, moi je suis Denis Saada, je suis président et cofondateur de Betterway. Donc Betterway, certains autour de la table le connaissent, c'est une solution de gestion des avantages mobilité dans les entreprises. Notre objectif est de pouvoir
proposer aux salariés un maximum de solutions de mobilité. Nous existons depuis 2019 et nous sommes perçus en France comme les experts de cet avantage mobilité, puisque nous réalisons 100% de notre chiffre d'affaires autour de la mobilité. Je rajoute le fait que nous faisons partie du giron Edenred, puisque aujourd'hui, nous sommes la solution mobilité proposée par le groupe Edenred auprès des clients de ce leader mondial des avantages mobilité. Parmi les beaux logos que nous avons à droite, et je vois qu'il y a certains clients qui nous regardent aujourd'hui, quelques grandes entreprises du CAC 40, mais aussi des entreprises plus petites, des entreprises de taille intermédiaire. Donc, pour les entreprises du CAC 40, on a Bouygues, AXA, on a également voilà, Cofidis par exemple, et puis des entreprises plus intermédiaires. Et ravi d'être présent aujourd'hui pour vous parler des NAO et notamment en fin d'intervention sur l'avantage mobilité. Alors, je vais vous partager quelques éléments de cadrage et d'état des lieux sur les NAO. Donc, c'est le sujet du moment. Le sujet du moment pour nombreux DRH et CNB autour de la table. Donc, avant de parler de fin 2023 et des NAO 2023-2024, un petit retour quand même sur les NAO de l'année dernière. Donc, on a eu des NAO sous haute tension. On a un contexte inflationniste l'année dernière qui était hyper accru. On n'avait pas connu ce type de situation depuis 20-30 ans. Et donc, ça a eu un impact considérable sur les attentes des collaborateurs et la question du pouvoir d'achat a été vraiment la préoccupation numéro 1 des Français, donc à l'automne dernier, ce qui a mis une pression sur les négociations annuelles obligatoires qui, dans beaucoup d'entreprises, se passent de façon plutôt sereine. Alors, on n'est pas d'accord, il y a des revendications, mais on réussit, bon an, mal an, à conclure des accords. Là, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de désaccords et il y a eu aussi des négociations compliquées qui ont parfois débouché sur des grèves. Alors, il y a des grèves qui ont fait la une de l'actualité, comme celles qui ont touché Total Energy, mais on a eu des grèves aussi dans des entreprises pour lesquelles il y a habituellement peu de sujets en fait autour de la négociation, peu de conflictualité. Là, il y a eu des grèves vraiment dans tous les secteurs et dans même des entreprises qui ne sont pas habituées à avoir une grosse conflictualité autour de la NAO. Donc il y a même eu des endroits où les négociations ont pris un tour violent avec des envahissements de salles, des choses comme ça, ce qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Donc on a une négociation 2022-2023 qui a été sous haute tension, qui a pu laisser des traces aussi parce que même s'il y a eu conclusion d'accord, ça n'a pas toujours satisfait les collaborateurs. Et donc là, pour 2024, à quoi on peut s'attendre? Alors, je suis désolé, Elise, j'arrive pas à passer les slides. Ah, merci. On a une inflation qui ralentit. Donc, sur le graphe en haut à droite, vous avez l'évolution de l'inflation sur 12 mois depuis 2020. Aujourd'hui, on est à 4%. À fin octobre, on est à une augmentation des prix sur 12 mois de l'ordre de 4%. Ce sont les chiffres INSEE. L'année dernière, pour vous donner une idée, on était à 6,2%. On a passé tout l'automne au-delà de 6%. Donc, cette année, ça se calme, mais on reste à des niveaux élevés. C'est pour ça aussi que je vous ai laissé l'historique depuis 2020. Bon an, mal an, on était plutôt autour de 2%
quand on avait 2% d'inflation, on disait ah oui, il y a de l'inflation, sachant qu'il y a eu quelques années qui sont pas si lointaines où on était plutôt entre 0 et 1. Donc l'inflation ralentit, mais ça reste élevé, et sur certains postes tels que l'alimentation et l'énergie, je vous ai mis le détail de l'indice des prix à la consommation à fin octobre, ça reste à des niveaux élevés. Donc ce que ça veut dire, c'est que le sujet du pouvoir d'achat va rester complètement d'actualité cette année, même si l'inflation ralentit un petit peu par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. En termes de budget, à quoi on peut s'attendre? Alors, on a eu l'année dernière des budgets d'augmentation de salaire qui ont été à des niveaux historiques. Donc, on était plutôt entre 4 et 4,5%. Donc, c'est ce que les entreprises qui répondent aux enquêtes ont annoncé avoir attribué comme augmentation salariale. Donc, c'est des niveaux historiques. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet. En France, on a rarement eu ces budgets moyens. Donc, 4,5%, c'est les budgets moyens. On a des entreprises qui sont allées à 6, voire au-delà de 6, quand on cumule toutes les mesures qui ont été prises lors des NAO de l'année dernière. Premier élément, on a eu des niveaux d'augmentation salariale très élevés. Deuxième enseignement de l'année dernière, les entreprises ont favorisé des mesures collectives, donc des augmentations générales, ils ont favorisé aussi plutôt les bas salaires, plus impactés par l'inflation, donc soit avec des augmentations générales minimum pour aider les bas salaires, soit des instruments comme les primes de partage de valeur ciblés sur les bas salaires. Donc, à quoi on peut s'attendre pour 2024? Déjà, les prévisions de budget vont être beaucoup plus faibles. C'est-à-dire qu'on sera plutôt entre 3,5 et 4% en moyenne. Donc, on est plutôt sur la fourchette basse, alors qu'on a des chiffres d'inflation qui sont de 4%. Donc, il va y avoir de la frustration parce que les collaborateurs vont considérer que l'inflation est toujours là et que les budgets d'augmentation de salaire qui seront mis sur la table par les entreprises ne seront pas à la hauteur de l'inflation. Deuxième sujet partagé par nos clients, l'année dernière, il y a eu beaucoup de mesures collectives et ciblées sur les bas salaires, et beaucoup de nos clients nous disent « ouais, mais cette année, on doit faire attention à l'encadrement qui n'a pas forcément bénéficié de toutes ces mesures ou qui a perdu des leviers parce que quand on fait des augmentations générales, l'encadrement finalement n'a pas le levier de l'augmentation individuelle. Et beaucoup de cadres s'en sont plaints. Donc, on a une négociation 2024 où il risque d'y avoir beaucoup d'attentes et de frustration malgré cette inflation qui ralentit. Donc, nos pistes de réflexion et les axes de travail qu'on utilise avec nos clients, les trois principaux axes, c'est d'abord sur le processus de négociation. On s'est rendu compte l'année dernière que dans beaucoup d'entreprises, on avait perdu, on savait plus négocier. C'est-à-dire que c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais année après année, on donnait à peu près la même chose, on connaissait nos acteurs, on avait un peu perdu l'habitude d'une négociation avec autant de contraintes, parce que contraintes de la part des organisations syndicales et des attentes des collaborateurs, mais aussi des contraintes par rapport à des hausses de prix que l'entreprise doit subir, doit décider d'impacter ou pas sur ses prix. Donc, l'année dernière, on s'est retrouvé dans des situations où il a fallu
négocier très différemment, reprendre une approche de négociation un peu plus scientifique. Et aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'entreprises sur leur processus de négociation. Exemple concret, l'année dernière, beaucoup d'entreprises se sont laissées surprendre sur le calendrier, c'est-à-dire qu'ils avaient par rapport à l'évolution de l'inflation, par rapport à l'évolution aussi de la situation sociale, ces entreprises ont tardé à faire évoluer leur calendrier, à avancer les négociations, par exemple, alors que ils sont plutôt restés dans une habitude. Aujourd'hui, nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises sur c'est quoi le processus de négociation, des objectifs clairs, un calendrier. Et donc, ça, c'est un premier retour aux bases sur la négociation. Deuxième axe de travail, mieux communiquer auprès des managers et des collaborateurs. Donc, même dans des entreprises où les budgets ont été importants, ce qui domine, nous, auprès de nos clients, c'est un sentiment de frustration de la part des collaborateurs et des managers, parce que les mesures qui ont été prises, soit elles ont été prises entre guillemets sous la contrainte parce que la négociation se passait mal, il y avait des grèves ou des situations très tendues, soit elles ont pas suffisamment été expliquées. Les efforts consentis par les entreprises ont pas toujours été bien compris et valorisés, ce qui génère forcément de la frustration, un manque de compréhension des managers et des collaborateurs. Troisième axe de travail pour nous et nos clients cette année, c'est explorer les pistes alternatives au salaire. Quand on est à une inflation de 4%, on peut proposer un budget d'augmentation de salaire, et qu'on peut proposer un budget d'augmentation de salaire qui va être facialement de 4%. Là, c'est assez simple pour les organisations syndicales ou en tant que collaborateur de se dire que en fait l'entreprise a à peine couvert mon pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on travaille avec nos clients, c'est identifier d'autres pistes que le salaire. Parce que le salaire, il y a un certain nombre, il faut déjà réussir à pouvoir s'aligner. Et en plus, c'est des coûts pérennes pour l'entreprise dans une situation économique qui est assez incertaine, voire compliquée pour de nombreux de nos clients. Donc, on a travaillé beaucoup cette année sur quelles sont les pistes alternatives à l'augmentation de salaire que vous pouvez mobiliser et dont vous pouvez faire des leviers de négociation pour arriver à une conclusion positive dans vos négociations. Et donc, c'est ce que on va partager sur le reste sur la suite de la présentation. Alors, pourquoi les avantages sociaux? Donc, première alternative aux augmentations de salaire. Donc, ce sont des éléments du package de rémunération qui sont généralement moins coûteux que les augmentations de salaire. Donc, ils ont un traitement social et fiscal qui font que entre donner 1 euro de salaire et donner 1 euro, dépenser 1 euro en avantage social, ça vous coûte généralement moins cher en charges sociales parce que de nombreux dispositifs sont exonérés de charges sociales et en plus, le dispositif est plus efficace, a une meilleure efficacité par rapport aux salariés parce que on va le voir, nombreux dispositifs ne sont pas fiscalisés pour le salarié. Donc, entre payer 1 euro de salaire et investir 1 euro dans certains avantages sociaux, ça va vous coûter moins et votre collaborateur en poche aura un peu plus. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important dexplorer les avantages sociaux. Deuxième
deuxième sujet autour des avantages sociaux, parfois on a une opposition et les organisations syndicales peuvent nous entraîner dans cette opposition entre salaire, avantages sociaux, en disant le pouvoir d'achat, c'est le salaire. Ça passe uniquement par l'augmentation de salaire. Donc clairement, si les augmentations, s'il n'y a pas d'augmentation de salaire, il y aura forcément un problème de pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation. Mais les avantages sociaux peuvent être une partie de la réponse aux problématiques de pouvoir d'achat et on le verra avec des exemples concrets juste après. Mais ça peut être investir dans des avantages sociaux peut permettre de donner un peu plus de pouvoir d'achat à vos collaborateurs de manière directe ou indirecte. Dernier point, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui ont des attentes de plus en plus diverses, qui évoluent très vite, et les avantages sociaux vont vous permettre vont vous offrir une panoplie finalement d'outils dans laquelle vous allez pouvoir piocher en fonction de la démographie de vos collaborateurs, des attentes qu'ils ont pu exprimer. Donc c'est vraiment des outils en plus et dont il serait dommage de pas s'en servir. Alors, premier avantage sociaux, les frais de soins de santé. Alors, frais de soins de santé, merci. Donc, on pourrait dire sur les frais de soins de santé, bon, la mutuelle, c'est quelque chose qui est maintenant standardisé, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Malgré tout, on a fait une enquête sur les avantages sociaux qu'on a publié là il y a quelques semaines. Et ce qui ressort, les entreprises nous disent la préoccupation numéro 1 des salariés, ça tourne autour de la santé. Et donc, moi-même, j'étais assez surpris de ce résultat. Mais quand on y réfléchit bien, il y a de plus en plus d'attentes autour du bien-être, de la santé au sens large, santé physique, santé mentale. Et donc, finalement, c'est pas très surprenant que les salariés aient énormément d'attentes autour des frais de soins de santé, qui est l'aide principale qui leur permet de se maintenir en bonne santé ou de se soigner. Autre raison pour laquelle ce sujet reste un sujet de préoccupation, c'est le désengagement de la sécurité sociale au sens large, de certains postes, du remboursement de certains postes. Donc, je m'explique, sur les frais dentaires, c'est considéré comme un des points d'insatisfaction principal au sujet des mutuelles. Le niveau de remboursement des frais dentaires est considéré comme insatisfaisant. Donc, la sécurité sociale obligatoire rembourse peu. Donc, le relais est passé aux mutuelles, mais les mutuelles, en fonction de la couverture que vous avez en place, peuvent ne pas forcément bien rembourser les frais dentaires. Et donc, on est sur un sujet, un irritant qui vient impacter directement le pouvoir d'achat des salariés qui doivent décider entre faire des dépenses et engager des dépenses et engager des frais pour leur santé dentaire. Et donc, malheureusement, c'est un sujet qui va perdurer, voire s'amplifier, puisque des désengagements supplémentaires ont été annoncés, et donc ce qui va mettre encore un peu plus sous pression les employeurs pour prendre en charge ces frais non remboursés. Donc, les pistes de réflexion ou d'action à avoir sur les frais de soins de santé, première piste de réflexion ou d'action, c'est de revoir les contrats, les renégocier et de façon proactive. Parce que parfois, on a des contrats avec une bonne sinistralité, donc on peut négocier peut-être des baisses de cotisation. Parfois, c'est pas le cas, mais il faut le faire de façon proactive pour éviter d'être
prévenu au mois d'octobre que vous allez vous prendre une augmentation de 15% des cotisations. Donc, premier point, c'est vraiment d'avoir cette discipline de revoir les contrats, suivre les comptes, renégocier les contrats. Deuxième piste d'action, là dans le cadre d'une NAO, c'est si vous êtes dans une situation où vous avez une augmentation du coût des cotisations, donc votre organisme assureur vous annonce une augmentation des cotisations que vous n'avez pas réussi à renégocier, la question qui peut se poser, c'est est-ce que vous répercutez cette hausse de 15% sur les cotisations des salariés. Donc, dans les frais de soins de santé, il y a une partie qui est prise en charge par l'employeur, c'est minimum 50%, mais il y a une partie qui est prise en charge par le salarié. Donc, quand il y a une hausse des cotisations, ça vient directement impacter le net du salarié. Donc, par rapport à ça, vous pouvez très bien décider de revoir la part qui est prise en charge par l'employeur. Donc, généralement, les entreprises prennent entre 50 et 60%. L'année dernière, certaines entreprises ont augmenté la part prise en charge par l'employeur justement pour absorber des hausses de cotisations salariales qui auraient encore réduit le net des salariés. Donc, ça peut être des choses qui permettent soit de limiter l'impact des cotisations, soit carrément de redonner un peu de salaire net aux salariés en renégociant cette part. Sur la retraite, ce qu'il faut garder en tête sur la retraite supplémentaire, c'est que une entreprise sur deux a déjà mis en place un dispositif ou réfléchit à mettre en place un dispositif. Donc, c'est un sujet d'attention des salariés. L'année dernière, l'année écoulée a été quand même une année qui a fait couler beaucoup d'encre sur la réforme des retraites, et donc les salariés se posent légitimement la question de finalement que fait mon entreprise pour m'aider à préparer ma retraite. Donc il y a une entreprise sur deux qui a mis en place des choses ou qui réfléchit à le faire, et donc ça peut être une piste de réflexion d'examiner la situation en fonction de sa démographie. Donc, si vous avez que des jeunes entre 25 et 35 ans, c'est peut-être pas le sujet numéro un. Par contre, si vous avez une démographie avec un peu plus diverse, vous pouvez étudier la mise en place de ce type de dispositif. Ça répondra à des demandes et des attentes d'une partie de vos collaborateurs. L'autre action à mener, c'est que si vous avez déjà ces dispositifs, et c'est le cas d'une entreprise sur deux, il faut communiquer, parce que quand vous augmentez vos cotisations patronales sur des dispositifs de retraite, c'est de l'épargne que vous constituez pour vos salariés pour leur retraite. Et donc, quand vous mettez en place un PERO avec 2% de cotisation, c'est 2% du salaire que le salarié n'a pas à mettre de côté pour sa retraite, puisque vous l'aidez à le faire. Donc, on est toujours dans cette question, et c'est assez transverse aux avantages sociaux, de bien communiquer et valoriser ce qui est déjà fait. Et donc, parfois, de le faire même si vous ne changez pas grand-chose, simplement de communiquer, de rappeler aux collaborateurs ce qui est déjà fait, ça peut vous aider à faire passer un certain nombre d'éléments dans votre négociation. Alors, restauration, les titres restaurants, donc je vais aller très vite là-dessus, mais on est sur un sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui est hyper perceptible en termes de pouvoir d'achat. C'est la dépense quotidienne, et est-ce que j'ai les tickets restaurants qui me permettent d'acheter ce que je veux pour mon déjeuner lorsque je suis au travail, mais également pour mes courses alimentaires, puisque c'est utilisé pour les courses alimentaires. Donc, on est en plein dans le pouvoir d'achat, et on est sur un avantage très visible des collaborateurs. Parfois, c'est assez surprenant de voir
l'écart entre les montants que ça représente et les montants que ça coûte à l'entreprise et la perception des collaborateurs entre des tickets restaurants où là on est sur du ponctuel, on est sur du très ponctuel, sur des montants assez faibles mais qui sont quotidiens, et de l'épargne retraite où là on prépare on prépare le long terme. Les sommes sont parfois plus conséquentes mais les collaborateurs connaissent moins ces dispositifs. Donc là, vous avez des opportunités pour éventuellement réévaluer la valeur faciale ou jouer sur la part de prise en charge par l'employeur. Donc c'est un sujet qui est assez visible. Donc ça peut être aussi une piste à explorer pour sa négociation. Mobilité, donc la mobilité, donc ça. Quand on a fait l'enquête, on s'attendait à avoir plus d'entreprises qui s'étaient emparées du sujet mobilité. On s'est rendu compte qu'il y a 30% des entreprises qui n'avaient mis en place aucun avantage mobilité. Donc ça, c'était un peu entre guillemets, la mauvaise surprise. Par contre, parmi les avantages sur lesquels les entreprises souhaitent mettre l'accent, et s'ils avaient une baguette magique, sur qu'est-ce qu'ils mettraient en place, ce qui arrive en premier en termes d'avantages, c'est la politique de mobilité. Donc j'ai mis numéro 2 des améliorations, parce que le premier sujet d'amélioration, c'est la communication. Et donc là, les entreprises nous disent, si j'avais une baguette magique, j'améliorerais la communication. En deuxième, j'améliorerais ma politique mobilité. Donc c'est donc un sujet qui pour nous est un peu sous-exploité, sachant qu'on parle quand même du deuxième poste de dépense des collaborateurs. Donc on est toujours dans cette logique de pouvoir d'achat, et on est sur un sujet qui est très sensible à l'inflation. Si vous prenez votre voiture toutes les semaines tous les jours pour aller au travail et que vous devez faire votre plein d'essence, vous avez une perception de l'inflation qui est beaucoup plus élevée que si vous n'avez pas à la prendre ou si vous êtes aidé sur votre mobilité. Donc, on a un sujet qui est en plein dans l'actualité, en plein dans le pouvoir, dans la question de pouvoir d'achat, qui touche aussi les aspects RSE et qui pourtant est encore un peu sous-exploité. Donc, les pistes d'action, c'est déjà il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui qui sont très bien optimisés socialement et fiscalement, qui sont la prime transport et le forfait mobilité durable. C'est de se poser la question de la mise en place de ces dispositifs et d'évaluer l'impact que ça pourrait avoir. Donc c'est les montants peuvent quand même être assez conséquents. Il y a pas mal de cumuls qui peuvent être faits pour avoir des montants significatifs. Donc première piste, c'est de regarder et éventuellement négocier la mise en place de ces dispositifs, voir si vous avez déjà ces dispositifs en place, de les améliorer, parce que la plupart des entreprises sont bien en dessous des seuils maximaux. En termes de mobilité, un des avantages qui me plaît, moi, c'est le crédit mobilité. Et je vais pas en parler plus parce que Denis va vous en parler, mais ce qui me plaît en plus des autres dispositifs mobilité, c'est la souplesse. Et aujourd'hui, nous, ce qui ressort beaucoup, c'est que les employeurs peuvent mettre en place des avantages qui peuvent être personnalisés, qui peuvent laisser de la flexibilité aux collaborateurs, et le crédit mobilité pour moi est l'archétype de ce type d'avantages sociaux qui peut donner de la flexibilité et de la personnalisation. Merci Alexandre pour cette première partie. En tant que président cofondateur de Betterway, je vais creuser le sujet de l'avantage mobilité. On l'a vu juste avant avec Alexandre. C'est un petit peu le petit dernier, le plus récent des avantages, et pourtant il apparaît en haut de la pile des besoins ou des envies des DRH. Et ce qui est intéressant, c'est que on a mené nous aussi une enquête il y a quelques mois,
Et il s'avère que la mobilité apparaît aussi en haut des préoccupations des salariés. Concrètement, 86% des salariés nous ont dit qu'ils considèrent que la mobilité, c'est le rôle de l'employeur de participer financièrement aux frais de trajet domicile-travail. C'est une rupture très importante. Il y a encore 10 ans, 15 ans, les salariés considéraient que le travail commençait aux portes de l'entreprise, quel que soit le moyen de transport pour le trajet domicile-travail. Eh bien, plus du tout. Il est aujourd'hui rentré dans les mœurs que l'employeur doit se préoccuper de la manière dont le salarié vient au travail. Et notamment, on va le voir avec les ruptures d'usage qu'on a vécues ces dernières années. Alors, pourquoi c'est au cœur des préoccupations d'entreprise? D'abord, parce qu'il y a une rupture d'abord comportementale. Le développement du vélo, des mobilités durables, a été multiplié par 2, par 3, quelquefois dans certaines villes. Et donc, on voit bien que ce qui était pré-Covid un élément plutôt anecdotique, les salariés qui venaient à vélo au travail, devient de plus en plus un phénomène de société, et on le voit bien notamment dans les collectivités, dans les endroits urbains. Le deuxième sujet, c'est la mobilité, c'est aussi 30% des émissions carbone de la France. Donc c'est le premier émetteur carbone en France, et donc à l'heure où les entreprises cherchent à améliorer leur impact carbone et leur empreinte RSE, eh bien s'attaquer à la mobilité, c'est un sujet très important. J'aime à dire que les avantages mobilité, c'est le seul avantage salarié qui revêt une dimension RSE aussi forte, ou en tout cas environnementale aussi forte. Et puis le troisième sujet, c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Ça fait écho à ce que Alexandre disait il y a quelques minutes. La mobilité, c'est la deuxième dépense des ménages après l'habitat. Donc concrètement, il y a derrière la mobilité un vrai sujet de pouvoir d'achat qui est très perceptible. Quand vous demandez aux Français comment se manifeste l'inflation, c'est souvent le prix à la pompe qui est cité. Donc le sujet central de la mobilité, il est vraiment très perceptible dans ce sujet de pouvoir d'achat. Alors, pour rentrer dans les détails de pourquoi ce sujet de la mobilité est en train encore plus de prendre de l'importance dans les entreprises, on voit poindre énormément de changements d'usage. D'abord, lié au développement du télétravail. On est beaucoup moins dans le métro, boulot, dodo comme on l'était il y a encore avant la crise Covid. Eh bien là, on va avoir des salariés qui vont ne plus prendre le fameux abonnement de transport en commun qui va les bloquer sur un seul type de mobilité, mais beaucoup plus aller vers une démarche de mixte de mobilité, de multimodalité, comme on dit dans le jargon mobilité, c'est-à-dire le fait de zapper et de se dire le lundi, je viens en transport en commun, en effet, le mardi, je vais venir en voiture, et puis le mercredi, le mercredi, je suis en télétravail, et le jeudi, je vais peut-être prendre un vélo en partage ou sortir mon bon vieux vélo de mon garage. Le deuxième sujet, c'est vraiment la prise de conscience écologique. On voit que certains salariés ont du mal à assumer le fait de prendre la voiture quand ils peuvent l'éviter et vont aller vers le développement, par exemple, du vélo taf ou d'autres mobilités durables. Et puis le troisième point, encore plus important, c'est le développement du flexible work. On a de plus en plus de salariés qui vont aller habiter plus loin, liés notamment au télétravail, mais liés aussi aux conditions de travail, et qui vont contribuer à des changements d'habitudes de mobilité. Eh bien, j'habite dans une carte TGV, donc ça va créer des nouvelles habitudes de mobilité. L'étude dont je parlais tout à l'heure, qui a été faite en mars dernier avec le cabinet Harris Interactive, qui s'appelle l'Observatoire des mobilités durables, que vous trouverez par ailleurs sur le site Betterway, prouve que à l'heure des changements d'usage,
le fait de pouvoir aider les salariés à se déplacer en mobilité durable est particulièrement bien perçu, notamment des automobilistes. Concrètement, on a 70% des salariés qui considèrent que c'est le rôle de l'employeur de les accompagner vers des mobilités durables. Donc, tout à l'heure, c'était 86% sur la mobilité globale, 70% c'est vraiment sur la mobilité durable. Et pour aller plus loin, on vous donne pas mal de chiffres, pour aller plus loin, 3 quarts des salariés qui utilisent la voiture pour aller au travail estiment qu'une aide mobilité pourrait les aider, les inciter à utiliser plus souvent des mobilités durables. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'employés ont envie et ont besoin qu'on leur donne ce coup de pouce mobilité et considèrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est la responsabilité de l'entreprise de le faire. Alors, quels sont les outils qui sont à votre disposition ? On a 3 dans le trajet domicile-travail. Il existe 3 grands dispositifs qui sont cumulables et plafonnés l'un par rapport à l'autre. Le premier, il est très connu, c'est l'incontournable, c'est l'abonnement, le remboursement, la prise en charge d'une partie de l'abonnement de transport en commun. C'est incontournable, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout valorisé par les entreprises. Donc concrètement, c'est un avantage salarié qui coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. En général, on parle dans des entreprises de plusieurs millions d'euros, mais en revanche, qui est en bas d'une fiche de paye, que personne ne connaît, qui n'est pas du tout valorisé par vos salariés et que vous pourriez peut-être remettre au goût du jour, ou en tout cas valoriser et montrer un peu plus cette ampleur de cet avantage. Nouveauté cette année, à partir de 2023, ça a été voté pour 2023 et ça sera renouvelé pour 2024 et 2025. Le pourcentage d'exonération peut être monté jusqu'à 75%, donc c'est 50% obligatoire, mais vous pouvez monter jusqu'à 75%, donc déjà un premier geste que vous pouvez faire dans vos NAO sur ces mobilités. Le deuxième sujet, c'est le forfait mobilité durable. Donc je le disais, c'est le seul avantage qui mêle pouvoir d'achat et environnement. Donc concrètement, ça permet de financer jusqu'à 900 € à partir de 2024 sur tous les transports durables, vélo, covoiturage, titres de transport en commun à l'unité. Ça, c'est souvent très attendu de la part d'une frange des salariés qui ne veulent plus être abonnés, mais qui veulent des titres à l'unité. Donc, le forfait mobilité durable se développe depuis 2019 et est aujourd'hui de plus en plus demandé dans les entreprises. Et puis, une troisième famille d'avantages qui est plutôt liée à l'automobile. Et là, on va plutôt parler vraiment pouvoir d'achat, inflation, puisque le prix à la pompe, c'est vraiment un sujet d'inflation aujourd'hui important pour ceux qui, malheureusement, doivent utiliser leur voiture tous les jours. Eh bien, là, on a la possibilité, l'entreprise a la possibilité de verser jusqu'à 400 € pour des véhicules thermiques et 700 € pour des véhicules électriques de prime transport, c'est-à-dire de prime au carburant ou à la recharge électrique. Chez Betterway, nous, ce qu'on a inventé, c'est le compte mobilité. Donc, concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert à gérer tous ces avantages-là dans une seule main. Chacun de ces avantages est cumulable, plafonné l'un par rapport à l'autre et vient être complémentaire l'un par rapport à l'autre parce que certains de vos salariés vont être sur de l'abonnement de transport en commun, d'autres vont être sur du vélo, des troisièmes sur du covoiturage, des quatrièmes vont recharger un véhicule électrique. Et on a eu l'idée chez Betterway de créer un seul compte crédité par l'entreprise pour financer les dépenses de mobilité durable de leurs salariés. Notre leitmotiv, notre motto, c'est de proposer de la simplicité pour l'entreprise. On vient externaliser l'ensemble de la gestion de cette mobilité qui peut être un petit peu complexe, lié notamment à la loi, lié au fait qu'on a beaucoup de cas d'usage très différents d'un salarié à l'autre, d'un site à l'autre. Et puis pour le salarié, on offre vraiment un avantage qui va pouvoir être simple d'usage et qui va pouvoir aussi être valorisé. On parle d'une carte, un peu comme un ticket restaurant, mais pour la mobilité, qui va être dans la poche du salarié, que le salarié va utiliser quotidiennement. C'est aussi un des avantages de cet avantage social de la mobilité, c'est que c'est un avantage quotidien, peut-être par rapport à d'autres avantages, comme par exemple la retraite, où là, on parle de quelque chose qui va être dans longtemps, ou de la mutuelle, où ça va être très ponctuel sur des frais élevés, mais ponctuel. Là, la mobilité, on va l'utiliser tous les jours
Et donc, on va penser tous les jours aux bénéfices de travailler dans cette entreprise très généreuse. Le conseil qu'on peut donner sur la mise en place de ces avantages-là, c'est de se faire accompagner. Alors, d'abord, parce qu'on a besoin de flexibilité. Il existe autant de cas de mobilité que de salariés, et donc vous allez vous confronter quelquefois à des cas complexes, et vous avez besoin de cet accompagnement-là. Le deuxième point, c'est évidemment, il y a un besoin de conformité, donc il faut aussi respecter la réglementation en cours, être le plus à jour sur ces réglementations-là parce qu'il arrive qu'elles changent aussi. Donc, il y a un vrai aspect de conformité. Et puis, le dernier point, c'est l'expertise. Mettre en place un avantage mobilité, ça peut revêtir, c'est un vrai projet dans l'entreprise. Et donc, on a besoin, en général, les entreprises ont besoin de cette expertise-là pour gérer justement l'accompagnement à la fois des équipes techniques, mais aussi des salariés, parce que l'objectif, c'est vraiment de valoriser l'avantage et le bénéfice que les employés peuvent en tirer. On en a fini avec cet exposé. Merci à tous de votre attention. Il nous reste, on est pas mal à Élise, puisque on était censé terminer à 45, les 49, donc on a 11 minutes de questions-réponses. Et je crois qu'il y en a déjà dans le chat. Donc Élise, on te laisse faire la Madame Loyale de ce webinaire. Merci Denis et Alexandre pour cette présentation et pour ce timing respecté parfaitement. Du coup, j'ai une question de Maria qui va plutôt te concerner, Alexandre, sur la prise en charge des frais de santé par l'employeur. Ouais. Elle demande ce qui se fait majoritairement sur le marché, 60%, et jusqu'au combien on peut aller. Alors, si je commence par la fin, on peut aller jusqu'à 100%. C'est-à-dire que certaines entreprises prennent en charge la totalité des frais de soins de santé. C'est possible de le faire. Il y a les plafonds qui peuvent exister. Ça va dépendre vraiment du niveau de la cotisation. C'est-à-dire que on a un plafond qui correspond à 6% du PASS, donc qui a un niveau assez élevé. Mais sur la part de prise en charge, ça peut aller à 100%. Nous, on ne le recommande pas forcément parce que il faut quand même que les collaborateurs participent au coût des frais de soins de santé pour qu'ils soient aussi responsabilisés et intéressés sur la bonne utilisation des frais. Donc, le chiffre aujourd'hui, moi, que j'entends le plus souvent, c'est 60%. Dans certains secteurs, on va plus loin, notamment quelques entreprises de santé sont plutôt au niveau de 70%. On pourrait partager le détail en fait avec les tranches de prise de taux de prise en charge par l'employeur. Et disons que quand on est au-delà de 70%, on est déjà sur des niveaux élevés. Le niveau standard, c'est 50% parce que c'est l'obligation, entre guillemets, légale. 60%, on est dans la norme. Au-delà, on est déjà sur des bons niveaux. Modulo ce que font les autres entreprises du secteur. Donc, je donnais l'exemple de la santé où là, c'est un peu plus élevé, mais c'est sectoriel. Merci Alexandre. On a ensuite 3 autres questions sur plutôt l'aspect mobilité. Enfin 4, il y en a qui arrivent en cours de route. Je vais les prendre dans l'ordre du coup. J'en ai une de Axel qui demande dans la thématique mobilité, est-ce qu'on inclut aussi les remboursements de frais de transport? Alors, très intéressant, merci beaucoup. Je ne sais pas de quel frais de transport. Donc, soit c'est les remboursements de l'abonnement de transport en commun, et ça, c'est réglementaire. On est obligé, dans toutes les entreprises de France, de prendre en charge 50% de l'abonnement de transport en commun, ou si on parle des frais professionnels engendrés par exemple, un rendez-vous professionnel auquel on va en taxi ou en métro ou en transport en commun. Si on parle des abonnements de transport en commun, quand je vous parlais tout à l'heure de valorisation,
c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous financez quelquefois plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros sur ces abonnements de transport en commun qui ne sont pas valorisés. Le fait de élargir concrètement la politique de mobilité au forfait mobilité durable permet d'un seul coup de remettre en haut de la pile ce sujet de l'abonnement de transport en commun et valoriser finalement le fait que vous financiez une partie de la mobilité de vos salariés. Donc concrètement, il y a un intérêt à connecter, à relier le forfait mobilité durable et l'abonnement de transport en commun, et c'est exactement la démarche que nous avons chez Betterway. J'avais une autre question plutôt sur la partie crédit mobilité. La souplesse du crédit mobilité est attrayante, mais frein de la taille sur le traitement social et fiscal à appliquer. Des évolutions sont-elles prévues sur ce plan? Alors, merci pour la question. On n'a pas beaucoup parlé du crédit mobilité. Le crédit mobilité, c'est l'alternative aux véhicules de fonction. Donc, ça touche uniquement les salariés qui sont éligibles à des véhicules de fonction, mais qui soit voudraient réduire un véhicule en prenant un crédit mobilité qu'on appelle partiel, soit voudraient abandonner le véhicule, c'est-à-dire ne pas bénéficier de cet avantage, et en prenant un crédit mobilité total. Le traitement social et fiscal est extrêmement clair en France. Le fait de verser un crédit mobilité est considéré comme du salaire, c'est-à-dire n'a pas d'exonération fiscale spécifique. Néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt, et la manière dont nous on le regarde, c'est plutôt la valeur perçue de la voiture de fonction et donc du crédit mobilité. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que une voiture de fonction, ça coûte entre 10, 12, 15 000 euros à l'entreprise. Ça, c'est son coût. Mais quand vous allez interviewer chacun des bénéficiaires de cette voiture de fonction, certains vont vous dire ma valeur perçue, elle est à 8 000 euros, d'autres vont vous dire à 5 000, d'autres vont vous le dire à 12, et d'autres vont vous dire à 15. Et certains vont vous dire à 20. Ça va dépendre de chacun des cas d'usage de certains salariés. Le salarié à qui on a attribué un véhicule de fonction qui fait moins de 3 000 km par an ou 5 000 ou 10 000 km par an, qui garde sa voiture 90% du temps garée en bas du bureau et qui a déjà un autre véhicule à domicile, eh bien celui-là, il sera très certainement sensible et bien sensible à du crédit mobilité et pas sensible aux véhicules de fonction. Donc c'est vraiment un arbitrage entre la valeur du crédit mobilité et de la valorisation du crédit mobilité et le coût. Dans la partie exonération, on a du coup, après le crédit mobilité, la question sur la prime transport. La prime transport est 100% exonérée de charges sociales et d'impôts pour le salarié. Charges sociales patronales et salariales. Donc c'est au même titre que le forfait mobilité durable, l'abonnement de transport en commun ou bien d'autres avantages salariés. Donc elle est distribuable à l'ensemble de vos salariés sans aucune... donc quand vous sortez 200 euros ou 400 euros de votre poche, c'est 400 euros dans la poche du salarié. Du coup, on a fait la prime transport, le crédit mobilité, la BOTC. Il nous manquait une question sur le FMD qui est juste après, de Axel également, qui demande en ce qui concerne le plafond du forfait mobilité durable, les 900 euros correspondent à la prise en charge maximum ou à l'exonération maximum possible? Les 900 euros correspondent à l'exonération maximum possible. Donc concrètement, vous avez le droit de donner plus de 900 euros si vous le souhaitez, mais seuls 900 euros sont exonérés. Alors pour être précis, les 900 euros sont exonérés si elles viennent se cumuler avec un abonnement de transport en commun. Sinon, le bon niveau à garder en tête, c'est plutôt 800, puisque la loi est un petit peu complexe sur cet aspect-là. Mais ravi de vous en parler et n'hésitez pas à aller sur le site betterway.fr où vous trouverez des fiches techniques sur chacun de ces dispositifs. On a d'autres questions encore sur la mobilité, mais pour faire une petite coupure, je vais prendre la question de Candice qui me demande, donc plutôt pour toi Alexandre,
La PVV est-elle toujours au goût du jour et quelles sont les nouvelles conditions d'exonération de charges pour l'employeur? Ouais, alors sur la PPV, effectivement, j'en ai pas parlé, c'est une alternative au salaire. Ça reste d'actualité, il n'y a pas de gros changements sur les conditions d'exonération et on va plutôt vers une pérennisation de la PPV. Donc il y a le projet de loi sur le partage de la valeur a été en train d'être finalisé, adopté, et il y aura la possibilité de recourir à la PPV. C'est un bon outil comme alternative au salaire pour faire du ponctuel. Et l'idée de cet outil, c'est finalement de répondre à une problématique ponctuelle par rapport à l'inflation. Et en termes de traitement social et fiscal, bah c'est quasi imbattable. Il n'y a pas de charge, il y a pas d'impôt dessus. Les conditions d'exonération vont pas évoluer. Donc ça va rester quelque chose qui sera possible de faire. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est du ponctuel et nous, ce qu'on constate, c'est que certaines entreprises disent on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois. Là, on arrête parce que on veut pas qu'il y ait une accoutumance à la PPV. L'autre aspect qui est un peu délicat à gérer, c'est le fait que voilà, c'est plutôt un dispositif fléché vers les bas salaires. Si on veut profiter de toutes les exonérations, il faut plutôt le cibler les bas salaires. Donc voilà, la PPV va continuer à exister et elle va être entre guillemets pérennisée, mais attention à ce que ça devienne pas quelque chose d'habituel. Parce que sinon les collaborateurs ne vont plus comprendre à quoi sert cette PPV. Et en plus, c'est de la même façon, c'est oublié assez vite. C'est-à-dire que c'est versé une fois et le mois suivant, on a oublié qu'il y a un montant qui a été versé et pourquoi il a été versé. Merci Alexandre. Je vous propose de prendre une dernière question pour respecter le timing parce que j'imagine que vous avez d'autres rendez-vous derrière. Il y a une dernière question sur le cumul FMD et prime électrique et thermique. Il y avait aussi une question à laquelle j'ai répondu en direct sur la prime électrique et thermique qui est bien disponible sur toute la France et c'est pas que en région parisienne. Et du coup, Denis, pour la dernière question, comment on peut mixer le FMD et la prime, ce qu'on appelle la prime transport ou la prime électrique et thermique? Alors, merci pour la question. En effet, cette prime transport, prime électrique et thermique, elle est assez peu connue et pourtant, je pense qu'elle couvrirait beaucoup de besoins. Bien sûr, on peut mixer forfait mobilité durable et prime électrique et thermique, c'est même souhaitable. L'enjeu, c'est de pouvoir donner un maximum de liberté, d'éviter justement que les salariés soient en silo et leur permettre cette flexibilité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de dire certains jours je vais venir en voiture, d'autres jours je vais venir en vélo. C'est ce que demandent aujourd'hui vos salariés. Un chiffre peut-être sur la plateforme Betterway, parmi les dizaines de milliers d'utilisateurs qu'on a, on constate que dans le même mois, un tiers de nos utilisateurs sont multimodaux, c'est-à-dire utilisent plusieurs modes de transport. Donc, quand on leur donne la possibilité de le faire, eh bien, ils le font. Ils vont mixer du transport en commun et de la voiture ou du vélo et du transport en commun, du vélo et de la voiture, etc., etc. Donc, il y a un vrai besoin et volonté de mixer ces deux primes. Je reviens sur la question de Roy sur est-ce que c'est disponible sur toute la France? C'est une très bonne question parce qu'en fait, les règles ont changé et c'est pour ça que c'était en dessous du radar avant. Les règles ont changé il y a maintenant 2 ans. Avant, cette prime carburant n'était uniquement disponible que sous condition d'accessibilité au transport en commun, c'est-à-dire uniquement pour les salariés qui habitaient loin d'un transport en commun ou qui se rendaient dans un lieu de travail loin du transport en commun. L'idée étant de dire on va vous accompagner parce que il y a un trou d'offre lié au transport en commun. Eh bien, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, cette prime est disponible chez 100% des salariés, c'est-à-dire qu'il y ait sans avoir de discrimination géographique.
ni de revenus, ni rien du tout. Vous pouvez distribuer cette prime électrique ou thermique, à vous de choisir, pour 100% des salariés. Merci beaucoup, Denis. Du coup, on va clôturer les questions dès à présent pour pouvoir vous laisser vaguer à vos occupations et à vos autres rendez-vous. Si jamais vous voulez tester vos connaissances sur les NAO, on vous a fait un petit quiz qui était présent via le QR code. Et si vous avez d'autres questions, vous avez mon adresse mail puisque je vous envoie des mails pour vous connecter sur le lien aujourd'hui, etc. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. On vous y répondra et je vous renverrai vers la bonne personne si nécessaire. Merci Denis, merci Alexandre et puis merci à vous tous qui avez participé à ce webinaire aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.